Il y a quelques jours, l'excellent Nicolas Vidal avait publié un petit tweet humoristique dans lequel il brandissait une carte citerne d'un jeu de 1000 bornes et il demandait qui avait la botte dans sa manche. Et j'avais pas pu m'empêcher de répondre à ça avec une petite capture d'écran d'un litre d'huile à 2,19 €, il me semble, sur un Leclerc Drive. Euh, et je m'étais arrêté là, je pensais pas aller plus loin, et puis finalement je vais quand même aller plus loin, parce que là je viens de voir que les réservations d'hôtels étaient en train de s'effondrer en France justement à cause de cette pénurie, parce que vous pouvez minimiser les pénuries à la télé, bah, dans le monde réel elles sont quand même là, vous pouvez faire comme si elles étaient pas là, après vous pouvez aussi faire comme si les gens partaient en vacances quand même, mais en vrai ils partent pas. Et du coup bah, je vais sortir mon truc un peu plus loin, et on va développer un peu tout ça, parce que bah oui, aujourd'hui, si vous voulez à Paris vous faire livrer 25 ou 30 litres sur le... Encore une fois, j'ai pas fait de recherche autre que d'aller sur un Leclerc Drive et de voir qu'on pouvait trouver un litre d'essence, d'huile de colza à 1,99 € le litre à Paris, livré chez vous à domicile. Comparer ça avec une sortie nocturne à 3 ou 4 heures du matin pour aller à Gonesse ou je sais pas où, moi c'est les retours que j'ai eus à des endroits où vous n'êtes pas exactement en pleine sécurité, surtout quand vous êtes une petite minette à 4 heures du matin pour retrouver des stations dont vous avez 2 chances sur 3 pour qu'elles soient déjà vides, bah franchement... ça peut être tentant. Je vous rappelle que le diesel, c'est jamais que de l'huile de colza, simplement davantage filtrée. Rudolf Diesel, quand il a inventé son moteur, il le faisait marcher à l'huile de cacahuète. Donc c'est exactement la même chose, la seule différence c'est la filtration. Et donc, si vous avez des vieilles voitures, ça pose aucun problème. Sur des nouvelles voitures, il faut pas trop le faire, et c'est encore mieux si vous roulez qu'avec à peu près 70% de mélange. 100%, trop longtemps, ça peut poser des problèmes au moteur. Mais je m'arrête là tout de suite, immédiatement. Ne faites surtout pas ça, parce que bien évidemment, c'est illégal. Voyons, si vous ne payez pas votre TIPP, vous n'avez absolument pas le droit de mettre quoi que ce soit dans votre réservoir sans avoir payé la taxe. Donc ne le faites pas. Hein, je donnais ça, mais c'est une bêtise de ma part, ne le faites surtout pas. Je vais me faire striker ma vidéo, moi, après. Mais c'est une bonne question aussi. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'enregistrerai pas cette vidéo. C'est que c'est vrai que c'est illégal. Vous n'avez pas le droit d'aller acheter votre bouteille d'huile et d'aller mettre ça dans votre réservoir. Parce que aussi, beaucoup plus simplement que ça, vous pouvez aussi mettre du mazout de chauffage dans votre diesel. Ça marche très bien, mais la seule différence entre du mazout de chauffage et votre diesel à la pompe, c'est du colorant, et peut-être aussi pas la même odeur. Ce qui fait que si un jour vous êtes contrôlé par la police, ils sauront immédiatement qu'il y a du mazout de chauffage, parce que c'est pas la même couleur. En revanche, votre huile, avant qu'ils se rendent compte que vous avez une huile de colza et pas du diesel, là c'est plus compliqué pour eux de s'en rendre compte. Mais bon, non seulement à Paris, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a des cuves de mazout, et même en France en général, il y a de moins en moins de monde qui a des cuves de mazout. Donc vous pouvez pas aller siphonner un petit peu de votre cuve pour faire rouler votre diesel. Alors je précise, tout ça je fais ça pour le diesel parce que moi j'avais regardé ça beaucoup cet été, on va en reparler par rapport aux pénuries d'huile. C'est pareil avec l'essence sur l'éthanol, j'ai pas été vérifier les prix de l'éthanol, je sais moins comment l'éthanol attaque les moteurs ou pas. Bref. Je sais qu'au Brésil, ils roulent avec des mélanges à au moins 60% d'éthanol, mais je crois que les moteurs ont été modifiés. Ça, je sais pas. Mais pour revenir un peu sur cette question légale, il y a quand même quelques observations à faire qui sont pas inintéressantes d'un point de vue légal. La première chose, c'est que, oui, c'est illégal, d'accord. Je suis pas particulièrement pour l'idée d'aller enfler le gouvernement au quotidien. Maintenant, situation exceptionnelle signifie décision exceptionnelle. C'est la première chose, c'est-à-dire que là, on a vraiment des gens qui se retrouvent dans une situation de difficulté ou de précarité, qu'elle soit matérielle en termes de temps ou matérielle en termes d'argent, parce qu'il y a simplement des gens qui n'ont pas le temps. Enfin, moi, j'ai des exemples de mères de famille qui abandonnent des enfants en bas âge pendant 2 heures tout seuls chez eux pour aller faire un plein, et qui espèrent qu'ils ne vont pas mettre les doigts dans la prise. Non,
prises sont sécurisées maintenant, ou qui vont pas essayer de se faire à bouffer eux-mêmes et se cramer la main dans le four, quoi. Non, mais donc il y a un moment, il y a des gens qui se mettent en danger à cause de ça, et donc il y a un moment, il y a des exceptions, et c'est pour ça que, voilà, il y a un moment, s'il y a des gens qui estiment que ça a beau être illégal, ils ont intérêt à faire ça pour autant, pourquoi pas, et d'autant plus que je fais partie des gens je ne suis pas légaliste. Pour moi, la loi, c'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie. C'est très important, ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas respecter la loi, blablabla, hein, on va pas rentrer dans les caricatures, simplement, oui, je suis partie des gens qui estiment qu'il y a une loi naturelle au-dessus de la loi des États, et que, deuxième chose, peut-être plus importante encore, qui là est une observation, c'est qu'une loi n'a jamais de valeur qu'à mesure qu'elle est appliquée, qu'elle est observée. Mais vous prenez par exemple le pass vaccinal, si personne ne l'avait appliqué, il serait tombé tout seul. Je dis pas qu'il fallait pas, je suis juste en train de faire cette observation-là. Vous prenez, c'était quoi? C'était les bonnets rouges, les Bretons, quand les Bretons ont décidé qu'ils voulaient pas de la taxe sur les camions, je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là, et ils ont dit non, on n'en veut pas, et ils ont réussi. Donc vous avez ce rapport à la loi aussi qui est à un moment... quand vous avez quelque chose, par un moment un intérêt supérieur, et là, il y a des gens pour qui ça peut devenir un intérêt supérieur. C'est pas mon cas. Moi, je m'amuse pas à faire rouler ma bagnole à l'huile de colza parce que je suis pas dans cette situation-là, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation-là. Et c'est d'autant plus important que, ok, une loi ne vaut jamais qu'à mesure qu'elle est appliquée. Je rappelle également que sous la Ve République, à l'article 3 de la Constitution, le peuple est souverain, ça c'est le préambule carrément, mais que la souveraineté du peuple s'exerce par ses représentants et par les référendums. La Ve République est une république qui marche sur deux jambes, une jambe représentative et une jambe de démocratie directe. Alors, on parle des référendums, les dissolutions parlementaires sont aussi une forme de démocratie directe, et on pourrait arguer que les élections présidentielles sont aussi une forme de démocratie directe. Depuis que les candidats ont été cornaqués et que en fait vous n'avez plus de candidats populaires qui arrivent à émerger, on peut estimer que non, les élections présidentielles ne sont plus un moment de démocratie directe, puisque les candidats populaires n'arrivent plus à émerger. Et du coup, référendum, dissolution, vous vous rendez compte que depuis 2005, il n'y en a pas eu. Et que même le référendum de 2005, qui a été le grand échec de la Constitution européenne, donc le peuple a dit non, et il s'est fait marcher dessus. On l'a quand même eu, en pire. Donc en fait, on se rend compte que depuis le début du XXIe siècle, il n'y a plus de démocratie directe en France. Il n'y en a plus du tout. Donc s'il n'y a plus de démocratie directe, il reste quoi? Vous avez après la rue, et ça c'était une de mes dernières vidéos, donc je dis oui, même si on faisait plus de référendum, quand les syndicats arrivaient à mettre 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement se couchait, loi retraite, CPE, toutes ces choses-là, on a comme ça les grands mouvements sociaux, quand il y avait une loi, il y avait 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement se couchait, c'est bien, c'est pas bien, n'empêche que quand vous avez plus de démocratie directe, ça reste une sorte de rémanence de cette démocratie directe. Maintenant, on n'a même plus ça, puisque Macron a cassé la rue. Alors, il l'a cassé une première fois. Peut-être qu'en retour, c'est lui qui va se faire casser cette fois-là. Ça, c'est le risque qu'il prend, c'est son problème. Mais il a cassé la rue, et quand vous avez encore cassé la rue, il reste quoi? Il reste la résistance passive. Les trucs à la Gandhi, en mode, tu peux faire ce que tu veux, je ne collaborerai pas. Et notamment, et c'est pour ça que le rapport à la loi est important, c'est qu'il y a un moment, quand vous n'avez plus de démocratie directe, quand vous regardez l'esprit de la Ve République, plus de démocratie directe, c'est-à-dire plus de démocratie du tout. La Ve République part d'un constat assez simple, c'est que vous n'avez pas le droit de laisser ni la rue ni la Chambre prendre le pouvoir. Ni l'un ni l'autre. Mais à partir du moment où vous avez cassé ça, vous n'êtes plus en démocratie. Vous ne pouvez pas avoir que la partie représentative et pas la partie directe. Soit vous avez les deux, soit vous avez rien. Et là, du coup, on n'a pas les deux, on n'a rien. Donc moi, j'estime aujourd'hui qu'il n'est pas abject de dire que nous ne vivons plus dans un système démocratique. Il est pseudo-démocratique, il est éventuellement à rémanence démocratique, mais en vrai, il l'est plus tellement. Bref, je ferme cette trop longue parenthèse,
Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, bah, si vous voulez remplir vos réservoirs d'huile de colza alors que vous n'avez pas le droit de le faire, bah, faites ce que vous voulez après tout. Franchement, si ça peut vous sauver la mise, ça vaut le coup de le faire. Je voulais juste faire deux autres observations. Je vais encore finir par l'observation la plus importante. Bon, l'observation, ça je vais la faire rapidement, c'est que j'étais étonné de voir le prix d'huile aussi peu cher, et j'aurais pas dû être étonné en fait, parce que il y a quelques mois, quand on était en plein pendant les pénuries d'huile et que tout le monde répétait partout que non, c'était pas du tout parce que l'huile était détournée vers les biodiesels, et que j'avais dit bah si les gars, si vous avez des pénuries en France, bien davantage qu'ailleurs, il y en avait un peu en Allemagne, un peu en Belgique, mais pas tellement ailleurs, si on avait ça, c'est parce que on avait une filière qui était intégrée d'une manière particulière, et que on avait détourné nos stocks d'huile vers les biodiesels, notamment à cause d'une nouvelle réglementation européenne qui rendait très 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 intéressant le fait d'aller balancer son diesel à l'époque d'aller balancer son colza vers les biodiesels. Or, quelques mois plus tard, on voit quoi? Les tensions sur les prix du pétrole ont baissé, donc l'intérêt d'aller chercher du biodiesel a aussi baissé, donc les prix de l'huile est revenu et ça a baissé, et les prix ont baissé, et que maintenant, qu'en plus de ça, vous avez la consommation de diesel qui baisse encore davantage, depuis maintenant, qui est quand même 2 semaines, ça commence à se voir sur les prix. Et entre le moment où j'avais été faire mes relevés pour Vidal et aujourd'hui, vous êtes passé de 2,19 € à 1,99 € le litre. Oui, pourquoi? Parce que vous avez bien une corrélation directe entre les biodiesels et les prix d'huile de table. Donc arrêtez de me faire croire que non, on n'avait pas, quand le gouvernement prend des décisions sur les biodiesels, ça n'a pas d'impact sur votre huile de table. Si, ça a un impact direct, on l'a vu à la hausse l'été dernier, on le voit à la baisse maintenant. Donc les gars, arrêtez de nous prendre pour des cons. Deuxième chose plus importante encore, que j'ai abordée, c'est que l'énergie, nos gouvernements et nos économistes de plateau télé ne comprennent pas la place de l'énergie dans nos économies. Je m'explique. Si vous parlez avec n'importe quelle personne un peu calée en économie, il vous expliquera que l'énergie pèse pour 10% dans le PIB, et donc une crise énergétique va faire varier sur 10% de votre PIB. Pourquoi? Parce qu'il fait que la somme des opérateurs énergétiques, Total, EDF, tous ces gens qui produisent et distribuent l'énergie, et il se rend compte que ça fait 10% de PIB. C'est faux. Enfin, que les opérateurs énergétiques fassent 10% du PIB, c'est pas faux. Ce qui est faux, c'est que l'énergie est un impact potentiel sur 10% du PIB. Ça, c'est radicalement faux. Pourquoi? Parce que c'est fait partie, ce que dirait Charles Gave, c'est que la croissance, ce n'est jamais que de l'énergie transformée. Je trouve ça, j'adore cette citation de Gave. La croissance, ce n'est que de l'énergie transformée. Vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de croissance. C'est aussi simple que ça. C'est Gaël Giraud qui, par ailleurs, avait fait ses calculs, qui avait montré que, structurellement, vous avez une corrélation de 60% entre la quantité d'énergie que vous consommez et votre croissance. C'est-à-dire que si vous augmentez votre consommation d'énergie de 10%, vous avez 6% de croissance. Si vous baissez votre consommation d'énergie de 10%, qui voudrait qu'on baisse notre consommation d'énergie de 10%? Alors, ils n'ont pas dit énergie, peut-être. Vous baissez votre croissance de 6%. Alors, il y a des effets retard, c'est des corrélations de long terme. Ça se fait pas en 6 mois de temps. Mais si vous corrélez à long terme, c'est ce que vous avez. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous avez beau dire, oh non, c'est pas si compliqué, les pénuries d'essence, c'est pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on voit? Vous avez des annulations d'hôtels. Alors, vous pouvez faire comme s'il n'y a pas de pénurie d'essence, et puis après, vous pouvez faire comme si vous partez quand même en vacances. Finalement, l'hôtel, lui, il a pas ses clients qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez, comme à cause de ces pénuries d'énergie, où là, encore une fois, on n'est pas sur le prix, on est sur la quantité d'énergie consommée. Quand vous baissez cette quantité, tout d'un coup, vous avez des transports qui peuvent plus se faire, et donc vous avez des tensions sur les produits alimentaires qui vont revenir. Merci. On est en train de rentrer en régime de pénurie. C'est pas juste là, comme ça, parce qu'il y a une grève. On est en train de structurellement rentrer en régime de pénurie. Pourquoi? Parce que vous avez tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus parce que vous n'avez pas d'énergie. C'est pas le problème du prix, c'est pas le problème. Et ça, autant habituellement, j'ai tendance à estimer que nos gouvernants sont cyniques et qu'ils savent très bien ce qu'ils font, autant là, je pense honnêtement qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas compris que quand tu viens dire à la télé « Bonjour, je voudrais qu'on diminue notre consommation d'énergie de 10%,
Le corollaire immédiat, c'est on va baisser notre PIB de 6%. Ça, ils n'ont pas compris. C'est évident, c'est clair, net, c'est imprécis, ils n'ont pas compris. Et du coup, je pense que là, pour le coup, ils sont seulement en train de se rendre compte que ça fait beaucoup, beaucoup plus mal que ce qu'ils anticipaient. Et ça va se traduire de deux manières. Ça va se traduire, dans la rue. Et c'est pour ça que je pense que la deuxième confrontation qui va arriver dans la rue entre Macron et la rue, c'est peut-être pas Macron qui va gagner une deuxième fois. Et il ne sait jamais que ce qu'il aura cherché. L'autre chose, c'est que, ça c'est un truc que moi je vois venir depuis cet été, je sais plus quand j'avais publié ça, c'est qu'une fois qu'ils vont se rendre compte de leur connerie, ils vont probablement vous faire un coup de barre à droite, ils vont vous faire un 180 degrés pouf, et on va se retrouver d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, à aller forer des puits de gaz de schiste en Île-de-France. Et franchement, je suis très sérieux. Vous avez vu comment Macron, pendant son premier quinquennat, a fait la guerre, mais une guerre au nucléaire, et tout d'un coup, on va faire 6 EPR de plus. C'est un retournement qui s'est fait, je pense, en 2 semaines. C'est donc, déjà, on l'a déjà vu là, et ensuite, ces gens sont tellement à l'ouest que, encore une fois, je ne serais pas étonné qu'une fois qu'ils se seront rendus compte que ça marche pas, leur truc, ils vont vous faire creuser et ils vont vous trouver je sais pas quelle pirouette à 2 balles, et que les écolos d'aujourd'hui seront les premiers à... Quand je dis les écolos, je dis pas les vrais, les écolos politiques. Les écolos politiques d'aujourd'hui seront les premiers à aller vous faire du gaz de schiste en Île-de-France dans 5 ou 10 ans. Je sais que c'est un peu extrême comme analyse et comme anticipation, mais on n'est pas dans des temps extrêmement mesurés. Donc voilà, tout ça, c'était juste simplement à partir du prix du litre d'huile de colza livré à la maison par rapport au prix du gasoil introuvable et avec des temps d'attente pas possibles. C'est une vidéo un petit peu décousue, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je ne l'ai pas préparée celle-là, elle est vraiment totalement improvisée. À partir, je vous dis, c'est quand j'ai vu c'est que tout d'un coup on avait ces montées de problèmes économiques qui commençaient à sortir de cette pénurie d'essence, et je me dis voilà, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous préférez quand je fais des vidéos plus construites, plus argumentées. À mon avis, celle-ci est pas inintéressante, c'est un patchwork un peu étonnant, mais ça valait le coup de rappeler, le rôle de l'énergie dans l'économie, de 2, le rôle de la loi dans une société, et de 3, de manière beaucoup plus simple, si vous voulez rouler, si vous voulez faire rouler votre moteur diesel à l'huile de colza, c'est pas compliqué, et aujourd'hui ça coûte moins cher et livré à la maison, mais c'est illégal.